Bonjour, bienvenue sur Planet Wargame. C'est terminé le setup de Keke avec les LED multicolores, là. Ça n'a que trop duré. Et maintenant, c'est Planet Wargame Black Edition. Professionnel. Voilà. Avec ce petit setup un petit peu Thinkerview-esque, je devrais théoriquement gagner 20 points de QI sur la feuille de perso. Mais ça reste à vérifier. C'est vous qui ferez le verdict en commentaire de cette vidéo, bien sûr. Donc allons-y. Warhammer s'accorde mal au présent. C'est le titre de cette vidéo et c'est la seule phrase qu'il y aura à en retenir dans un petit coin de la tête. Il s'agit là d'une recommandation en termes de création de fluff perso. Lorsque vous créez vos propres factions pour Warhammer 40 000, vous inventez vos propres armées, background de personnages, et même plus largement pour ce qui est des inspirations visuelles en termes de modélisme, cette phrase, Warhammer s'accorde mal au présent, aura son utilité, même si elle mérite d'être un petit peu explicitée en soi. La formule, c'est juste un petit peu mémotechnique, c'est pour la retenir si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas criant de vérité, c'est pas criant de sens, quand on prend cette phrase juste isolément, c'est pas fou, je me la ferai pas tatouer sur le corps, quoi. Non. En dépit de l'apparence, même si ça termine par ER, Warhammer, ça n'est pas un verbe du premier groupe, donc qu'est-ce que je vais dire par là, s'accorde mal au présent? Bon. Je vais m'expliquer un petit peu, tout de suite. Ça concerne les sources d'inspiration qui passent crème. On pourrait se contenter de le dire comme ça, pour la création de l'or personnel dans les univers Warhammer. Et les autres, qui viennent un peu plus percuter frontalement l'imaginaire collectif qu'on s'est tous plus ou moins forgé en découvrant les publications officielles, qui viennent un petit peu entrer en contradiction au niveau du cahier des charges d'un point de vue visuel ou des sources historiques reconnues comme plus ou moins valables dans le ton, ou au contraire, pas du tout par rapport à Warhammer. Donc, en détail, ça va se décliner sur 3 volets. Les inspirations historiques, pour vos thèmes d'armée, vos conversions, modélisme, etc. L'inspiration artistique également. Et puis enfin, il y aura un petit point qui me paraît aussi peut-être important sur la partie signalétique. Ça va devenir beaucoup plus clair au fur et à mesure que je l'explique. D'abord, s'agissant des inspirations historiques, on observera de manière globale que pour ce qui est de Warhammer 40 000, et même les 3 univers Warhammer, plus ou moins AOS, Warhammer 40 000 et Warhammer Battle, les 3 vont comprendre des armées officielles qui ont des sources d'inspiration qui vont à peu près de l'Antiquité à la Renaissance, grosso modo, mais pas au-delà, ou alors très rarement. Il y a quelques exceptions intéressantes sur lesquelles on va s'attarder. Et en fait, le point commun de toutes ces sources d'inspiration, c'est justement qu'elles méritent vraiment ce caractère d'historique. C'est qu'elles sont vraiment révolues. Ça appartient au passé. Mais où est la limite, cependant? C'est les petits cas exceptionnels qui viennent nous renseigner un petit peu là-dessus. Il y a longtemps, là, ils vont chercher un peu la date limite, si vous voulez, de source d'inspiration, à partir de laquelle il devenait un petit peu périlleux d'aller puiser une source visuelle pour se dire, tiens, je vais en faire une armée pour Warhammer 40 000 et ça va bien passer. Or, cette date, on ne l'a jamais vraiment trouvée ou bien déterminée, mais quelqu'un dans le chat nous avait éclairé avec une formule intéressante. Il faut que ça ait l'air révolu pour ce qui est de la source d'inspiration. Et ça, à tous les niveaux de l'armée, même dans ses symboles, etc. Il faut que ça ait l'air révolu. Et à ce moment-là, il suffit de ce critère-là, plus ou moins, pour que ce soit une source d'inspiration qui vienne s'insérer assez naturellement dans l'univers de Warhammer 40 000, car elle leur associe en commun cette source d'inspiration révolue, historique, avec quasiment toutes les autres factions. S'agissant des quelques exceptions qui nous renseignent bien, on peut s'y attarder. Ça va surtout être dans la garde impériale qu'on va les trouver. Et c'est peut-être particulièrement plus le cas des Cadiens qui ont à peu près tout, du soldat contemporain, de la tête aux pieds si on veut, à quelques menus différences près, le fusil laser, tout ça. Et puis les Catachins, pourquoi pas. Ouais, on dit Catachin maintenant. Enfin, on dit bien ce qu'on veut, mais on observe que désormais, Catachan est traduit Catachin en français. Bon. Ceux-là sont particulièrement intéressants. Oui, les gardes des jungles de Catachan vont avoir cette inspiration
qui trouve sa source un petit peu dans l'iconographie des Américains pendant la guerre du Vietnam. Mais peut-être plus particulièrement encore, si on creuse un peu, dans Predator, clairement. Et puis Alien 2 aussi. Ces deux films sont devenus un petit peu figés, immortalisés, cette icône du GI sur stéroïdé, etc. L'extraire presque un petit peu de l'histoire ou d'une époque et la figer dans le registre un peu de la fiction, en quelque sorte. C'est un archétype à part entière, quasiment. Or, ce qu'on observe intéressant, c'est qu'il n'y a pas de symboles qui vont renvoyer directement à la source historique, guerre du Vietnam, comme par exemple le symbole du drapeau américain, typiquement. Et il n'y en a pas sur les Catachins, jamais, absolument pas. Il y en a, je dirais, soigneusement pas. Gams évite soigneusement de les mettre, ce serait exclu. Et qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui marque un petit peu cette limite qu'on essaie de chercher en termes de source d'inspiration? Eh bien, c'est que il s'agirait d'un symbole qui a toujours une continuité dans le monde réel, présent. Quand on impose un drapeau américain sur quelque chose, ça fait contemporain, moderne, ça nous ramène au monde réel, parce qu'il a encore, tout simplement, il poursuit son existence, même si effectivement il ne date pas d'hier, et il précède très largement cette fameuse guerre du Vietnam, avec... qui appartient à la seconde moitié du XXe siècle. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est pas récent, c'est peut-être l'armée officielle chez Games Workshop qui a la source d'inspiration visuelle la plus moderne, peut-être. Comme ça, les Catachins. Et l'absence de ce symbole va rompre un petit peu va supprimer ce risque que ce soit perçu comme quelque chose de contemporain, ayant une résonance bien actuelle dans le monde réel, et par conséquent, ne pas être en phase avec le cahier des charges un petit peu visuel de Warhammer 40 000, avec ce qui fait l'essence de cet univers, va être à contre-courant de toutes les autres sources d'inspiration que l'on trouve pour toutes les factions de ce jeu-là. Donc en somme, je dirais ceci: si jamais une part du code couleur, mais aussi de la symbolique, de l'iconographie de votre armée que vous inventez en termes de lore perso, va avoir toujours cette dimension qui se poursuit dans le monde présent et réel, attention, vous sortez des jalons de l'imaginaire collectif qu'on s'est tous plus ou moins forgé par rapport à Warhammer 40 000. Pour le meilleur ou pour le pire, ça peut être un bon délire, votre partenaire de jeu peut être complètement dedans avec vous, à ce moment-là vous êtes en phase et c'est très bien. Mais encore faut-il le trouver, là ça revient à chercher un peu votre âme sœur dans cette passion, pas évident. Pour la majorité des joueurs, vous risquez le déphasage un petit peu, potentiellement, et ça il vaut mieux en être conscient avant, plutôt que de le réaliser seulement a posteriori, une fois qu'on a accompli notre projet, et puis que... non, ça, c'est pas le coup de cœur en face. C'est pas le coup de cœur parce que notre projet a l'air incongru au sein de Warhammer 40 000. Bah oui. Bon, finalement, cette vidéo va surtout concerner Warhammer 40 000 d'ailleurs, parce que je m'aperçois que pour Age of Sigmar et Warhammer Battle, même pour les créateurs les plus farfelus, ça leur viendrait en général pas à l'idée de venir insérer une référence moderne, contemporaine, voire futuriste dans ces univers médiéval fantasy. En général, non, tout simplement pas. Mais bon, Warhammer 40 000 est plus subtil que ça en termes de sources d'inspiration pertinentes ou pas pour un projet de lore perso, des conversions, une armée créée par ses soins, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez jeter à la poubelle tout projet qui aurait une inspiration historique, plus ou moins, ou en tout cas géographique, peut-être, culturelle, qui aurait une continuité dans le monde réel, mais ça veut dire qu'il va falloir le maquiller, ça. Il va falloir prendre soin d'appliquer toutes les petites subtilités un peu cosmétiques pour gommer ce caractère présent et contemporain et faire ressortir un peu l'essence plus historique.
Je prends un très bon exemple, à mon avis. S'il me venait l'idée de faire un régiment d'Astra Militarum d'inspiration napoléonienne, bon, bah, allons-y. Ça fait complètement sens, hein, je veux dire, ils sont faits pour s'entendre, hein, ces deux thèmes ensemble. Et si on ajoutait un petit peu de garde impériale au sein de la garde impériale, bah pourquoi pas. Bon, ça tombe sous le sens. Je reproduis mes uniformes de soldats napoléoniens typiques, avec la petite touche futuriste qui va bien pour du Warhammer 40 000, bien sûr. Ok, jusque-là tout se passe bien. Il y a une sorte de bascule qui va s'opérer au moment où j'opère le choix pour ce qui est de l'étendard régimentaire sur le petit kit des squads de commandement, là, la petite conversion que je vais faire, le choix de la couleur du drapeau. Si j'opère là le choix de faire le drapeau tricolore, l'étendard tricolore, à la française, bleu, blanc, rouge, les 3 bandes, comme l'arboraient les soldats napoléoniens en demeurant, c'était déjà un symbole... Enfin, c'est un symbole naissant, plus ou moins, à cette période-là encore, mais c'est encore le symbole qui, aujourd'hui encore, est celui de la République française, et par conséquent, il a sa continuité historique dans le monde réel. Si j'opère ce choix-là, attention, c'est là où je prends un risque que ça fasse tiquer le joueur d'en face, parce qu'il voit un symbole récent, contemporain, qui est sur toutes nos mairies, qui est le drapeau national, tout simplement, mais dont l'histoire est encore en cours d'écriture, elle n'est pas révolue, encore une fois, on revient sur le terme de tout à l'heure, il faut que ça ait l'air révolu pour servir naturellement d'inspiration pour Warhammer 40 000. Si ce n'est pas le cas, on prend un risque. Donc c'est là où, par exemple, on va essayer d'être subtil, au lieu de faire un gros drapeau bleu-blanc-rouge, comme le bonnet de base, voilà, parce que c'est comme ça sur les photos, je l'ai fait pareil, sans prendre le moindre soin de lisser un petit peu la chose pour venir la glisser au sein de Warhammer 40 000. C'est là où il faut faire preuve de subtilité, je dirais, pour à la fois amener vraiment sa touche personnelle, tout en épousant et en tenant compte des attentes de son adversaire dans ce jeu qui est, je le rappelle, pour 2 joueurs ou plus. Et ça peut être très intéressant justement de faire ça. Il faut de la subtilité, hein. C'est vrai que là, si on en est totalement dépourvu, c'est mal barré. Mais il faut un peu de subtilité, mais des symboles plus républicains peuvent venir effectivement accompagner, se glisser dans le cahier des charges visuel de cette armée napoléonienne, pourquoi pas. Mais le drapeau tricolore tel quel, on prendra peut-être soin de l'éviter. C'est trop en pleine face, quoi. C'est trop directement. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la source d'inspiration. Regardez à quel point les Ultramarines sont d'inspiration romaine. Pas tant que ça, en réalité. Ça se voit sur des personnages clés, notamment. Mais pour l'essentiel de l'armée, pas tant que ça. C'est des opérations assez subtiles, ça, quand même, en général. Bon. Donc ensuite, on peut... en étendant un petit peu à partir de cet exemple-là, aussi en tirer des conclusions pour d'autres thèmes. On va essayer de camoufler, encore une fois, d'un point de vue cosmétique, tout ce qui aurait encore une résonance dans le présent, voire une histoire encore en cours d'écriture. Si je veux une armée à thème, une inspiration d'Amérique latine, peu importe, n'importe où, je vais éviter de direct... évidemment, aller chercher les drapeaux, j'en sais rien, moi, du Brésil, du Venezuela. Je vais éviter d'aller chercher des choses qui font écho au nom actuel, on va dire, de ces villes, de ces armées, de que sais-je. Et à la place, pourquoi pas, aller chercher typiquement un nom pour votre régiment, votre armée, votre truc, qui renvoie plus à des noms précolombiens, par exemple, dans ce cas précis, dans cette inspiration-là. Ça fera tout de suite beaucoup plus mystérieux, révolu, c'est du passé. Voilà, il y a un truc comme ça. Ça tient pas à grand-chose, finalement. Mais en fait, ce faisant, vous créez du lore perso tout en vous mettant dans la peau des créateurs officiels, enfin du lore officiel, on va dire, en leur temps, de Warhammer 40 000.
Pareil, vous opérez le même degré, un petit peu de subtilité. Bon, je sais pas si subtilité et Warhammer 40 000 sont des termes qui vont vraiment si bien ensemble, mais quand même, il y en a une petite cachée, justement. Cette subtilité est tellement subtile qu'il faut être très subtil pour l'apercevoir, mais elle est là. Bon, voilà. Si vous appliquez les mêmes contraintes que les créateurs du lore perso, enfin du lore officiel, pardon, pour votre lore personnel, alors vous savez que sur toute table de jeu, ce sera, mais bienvenue monsieur, on a une place pour vous, elle vous est réservée déjà d'avance, bien sûr. Vous ne percuterez pas frontalement l'imaginaire collectif que se sont forgés les autres joueurs, les autres passionnés de cet univers-là. Donc c'est un bon truc à retenir, à avoir en tête. Voilà. Et après, ça reste très libre, c'est ça le truc. L'idée n'est pas de brider la créativité, ça reste très libre, mais on apporte un petit peu de subtilité dans sa liberté, ça fait pas de mal. Voilà. Ce sera mon humble recommandation pour ce qui est des inspirations historiques. Je vais me faire une armée d'espèces d'Amazon carnavalesque, type inspiration, pourquoi pas même un truc qui peut faire spontanément très, très, comment dirais-je, sonner comme à côté par rapport à Warhammer 40 000, je vais me faire une armée ou un gang de Necromunda ou n'importe quoi, un petit peu avec cette sauce carnavalesque tropicale. Je vais pas aller chercher des noms qui renvoient directement aux Antilles ou je ne sais quoi pour nommer cette faction ou que sais-je, ou je vais pas utiliser de vraies couleurs, de vrais nombres, de vrais symboles qui ont encore une continuité historique actuelle et donc qui renvoient trop ce projet au présent alors qu'il devrait appartenir à cette dimension complètement folle de Warhammer 40 000, du lointain futur, etc. Voilà. Je vais essayer de bricoler un truc, me démerder, à nommer le truc à base de Madinina ou que sais-je, plutôt que de Martinique directement. Je vais aller chercher des noms antérieurs. Je vais aller puiser dans un truc qui appartient à l'histoire, qui a des sources profondes, plutôt que quelque chose qui est actuellement contemporain, et qui renvoie à des préfectures administratives et des choses comme ça. Non, ça passe pas dans Warhammer 40 000. Ça fait tiquer, quoi. Ensuite, on va avoir l'inspiration artistique. Ça, c'est différent des inspirations historiques. Et pour ce qui est de l'inspiration artistique, alors là, je vais me sourcer un petit peu visuellement. Pour ce qui est de l'inspiration artistique, je me contenterai plutôt d'un exemple qui est très à la mode en ce moment, aussi bien dans le hobby qu'en dehors. Et ça, l'exemple donnera une explication pour le tout, je pense. On va parler un petit peu, pourquoi pas, de ces styles graphiques très rétro-wave. Alors rétro-wave, synth-wave, vapor-wave, que sais-je wave, insérez ici votre wave préféré, peu importe, mais ce côté néo-rétro, ce côté, pourquoi pas, cyberpunk aussi, je le vois appelé comme ça également. Là, on a un exemple typique de quelqu'un qui est allé chercher les couleurs, le traitement de la lumière, qui vont tout de suite renvoyer à cette esthétique-là, mais ça s'arrête là, sans plus. Et si bien que on a un traitement niveau peinture, un style très particulier, l'inspiration artistique, elle est définitivement là, identifiable, etc. Elle est très forte, très présente, et je pense que le résultat satisfait son créateur. Enfin, il est vraiment... il a extrait un petit peu toute la substantifique moelle de ce qu'il était allé chercher dans cette inspiration. Et puis, ça n'est pas en rupture pour autant avec le cahier des charges un petit peu visuel de Warhammer 40 000. Non, loin de là, il n'y a pas vraiment de choses qui viennent percuter frontalement la perception de cet univers que peut avoir le joueur d'en face. Autre exemple, celui-ci où le curseur est poussé beaucoup plus loin, beaucoup plus à fond, et je parle bien du curseur de volume sur son Ghetto Blaster, qui est là au fond sur Sarek, le roi silencieux, qu'on voit là. Où là, on a les palmiers qui sont sur la figurine. Ouais, c'est pas sur le fond, hein, c'est sur la figurine. On a effectivement l'espèce de Ghetto Blaster radio-cassette là au fond. Et voilà, tout est beaucoup plus poussé, même un écran de télé au fond, des panneaux, voilà, le côté un petit peu néo-rétro, etc. Bon, manque plus que les lunettes de soleil, à vrai dire, sur le roi silencieux, ça serait la cerise sur le gâteau,
Je suis étonné qu'il les ait pas mises. Qu'est-ce qui a retenu quelqu'un qui a fait ça de mettre des Ray-Ban à la fin sur son roi silencieux? C'est très bizarre. Il y a- Qu'est-ce qui peut retenir à quelqu'un pareil? Je pense pas. Mais visiblement, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Bon. Et là, c'est autre chose. Là, on est dans une autre catégorie. C'est un projet artistiquement très abouti, et puis bon, bah, ça va au bout de la démarche, quoi, carrément. À part pour les Ray-Ban. Mais là, on ignore, on laisse de côté un petit peu tout ce qui est attente pour les autres joueurs, d'un certain univers visuel, respect des jalons, de l'imaginaire commun qu'ils se sont forgés à travers les publications officielles, etc. Là, c'est plus à l'ordre du jour. Hein. Là, on n'en a plus rien à foutre. Là, on est parti dans une autre direction. On est parti dans autre chose. Donc, la différence entre les deux, vous voyez, même si c'est la même source d'inspiration, est très intéressante. Le premier a des allures du début de Terminator 2. On a l'impression de voir les visions du futur dans Terminator 2, avec ces lumières là, particulières sur les androïdes. Là, non, c'est la pochette d'album, quoi, du Roi Silencieux, c'est autre chose. Alors, vous pouvez faire, bien sûr, faites comme il vous plaira, hein. Les petites précautions oratoires habituelles, évidemment. Faites bien comme il vous plaira. Vous risquez pas de vous faire choper par le callback par la Fluff Police, hein. Malgré le Tipeee faramineux de Planet Wargame, bien sûr. Eh ben, il n'y a pas encore de Fluff Police qui a été monté. Hein. J'ai essayé, on a lancé les avis de recrutement, on a réuni la première brigade, mais tous les agents en formation là n'arrêtent pas de s'engueuler sur le fluff perso et sur ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Voilà, ça c'est le gros sujet du moment. Donc ils sont pas encore tout à fait opérationnels. C'est un bordel. Bon, donc la Fluff Police, c'est pas pour demain. Vous pouvez filer garnement. Quoi qu'il en soit. Voilà pour ce qui est des sources, on va dire, artistiques. Je pense que cet exemple suffit à lui-même, c'est-à-dire entre jauger le curseur, en fait. Jauger le curseur. Et faire en fonction de ses attentes, ses envies, ses besoins. Si on veut juste aller au bout de la démarche, faire son plaisir personnel, peut-être ne faire que des pièces d'exposition et pas des pièces de jeu, éventuellement, ou ne jouer qu'avec des amis qui sont exactement en phase avec notre délire ou ce genre de choses, lancer un projet artistique commun avec des potes qui sont dans la même, qui aiment les mêmes inspirations, etc. Foncez, faites ça direct. Allez-y, faites pas semblant, n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Si c'est pour un côté plus consensuel, mais qui respecte aussi un petit peu, qui permet de continuer à faire du Warhammer 40 000 avec son inspiration visuelle et à pas rentrer dans une forme d'univers alternatif ou à forcer le joueur d'en face à forcément devoir souscrire à votre vision que vous lui tartinez à la face, à devoir s'extraire de l'imaginaire qu'il s'était forgé autour de Warhammer 40 000 lui en solitaire précédemment. Si vous voulez être plus subtil en somme, prenez plutôt cette direction-là qu'on voit à l'écran, typiquement. Ensuite, le dernier volet, ça va être plutôt sur la signalétique. C'est plus subtil encore, c'est un peu plus délicat, mais je pense que ça mérite sa petite précision à part. Ça va surtout être pertinent pour les décors, les tables de jeu et les dioramas. Ou les socles. Mais parfois aussi pour les projets d'armée. S'agissant de la signalétique, qu'on va trouver dans des panneaux, notamment, des marquages au sol, pourquoi pas. Là encore, je dirais que la subtilité est de mise pour ne pas avoir ce caractère trop contemporain et actuel, qui va un petit peu rompre la suspension d'incrédulité du joueur d'en face, de celui qui regarde votre projet tout simplement, etc. Pourquoi ? Parce que si vos panneaux stop sont des panneaux stop tels qu'on les connaît sur votre table de jeu, si vos panneaux cédez le passage ressemblent à des panneaux cédez le passage, si votre signalisation de comment dirais-je, de passage à niveau, par exemple, ou ce genre de choses ressemble à nos panneaux actuels, de trop près, voire même sont des copies identiques,
si on a des gros panneaux sur les transfos électriques qui sont ceux qu'on a actuellement, si au sol, la ligne de démarcation entre deux voies sur une route, ce sera des bandes continues ou interrompues en pointillés. Bon, il y a là un cruel manque d'imagination peut-être d'un côté, mais surtout, ça vient un petit peu, peut-être, comment dirais-je, rompre cette suspension volontaire d'incrédulité de celui qui regarde, s'il se dit, bon, c'est quand même bizarre, quoi. On joue dans Warhammer 40 000, et tandis que l'essentiel de l'histoire de l'Imperium, mais plus loin encore, l'histoire de l'humanité, même à travers les âges, à travers tous les cycles, les éons qui vont séparer notre époque, nous, contemporaine, du lointain futur, du 41e millénaire, toutes ces histoires, toutes ces origines ont été soit perdues, falsifiées, ensevelies sous la poussière du temps, perdues dans les brumes de l'oubli. Tout, en fait, des origines de l'homme et de son histoire ancienne, etc., de la préhistoire impériale, finalement. Tout ça est perdu, mais la DDE continue de faire son travail comme d'hab, quoi. Ça n'a pas changé. C'est la petite signalétique française, des petits machins, des petits ronds-points, partout, sur toutes les planètes. 1 million de mondes dans l'Imperium, et 1 milliard de ronds-points. Voilà, partout. Non, ça c'est pareil, ça continue, ça n'a pas changé. Bah, ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Sauf que ces panneaux transmettent quand même des idées, ils transmettent un signal, ils transmettent quelque chose, c'est leur utilité première. Et si vous voulez faire en sorte que les gens comprennent leur sens sur la table, sur les décors, sur les dioramas, sans pour autant que ce soit un vulgaire et banal panneau stop ou 2 lignes blanches au sol ou ce genre de choses, c'est là où il faut être très délicat. Et c'est pas facile, hein, attention. Là, c'est subtil. Il faut aller puiser dans la signalétique que l'on connaît aujourd'hui, mais ne pas la retranscrire telle qu'elle, et en conserver l'essence tout en la camouflant un petit peu. C'est pas facile. Là, vraiment, je fais pas la leçon. Parce que, même si je me permets de vous faire cette humble recommandation pour la création de lore personnel et de projets de modélisme, je pourrais tout à fait tomber dans le panneau, moi. Je pourrais tomber dans le nid de poule aussi, laissé par toujours les mêmes agents des voies publiques. Je pourrais tomber dans le nid de poule. Tomber dans le panneau. C'est incroyable que j'ai pas utilisé cette image à ce moment-là. Cette vidéo est ratée. C'est comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, prenons l'exemple des marquages au sol. Si vous devez faire une route sur votre champ de bataille, et une de voies, pourquoi pas, et qu'il n'y a pas de séparation physique entre les deux, mais plutôt une signalétique au sol sur votre deux voies, vous gagnez à opérer un petit peu de subtilité ici, plutôt que de faire des simples bandes continues ou bandes en pointillés interrompues. Ça ne le fait pas, quoi, le truc 2 lignes danger, 3 lignes sécurité. Pourquoi pas faire un truc un petit peu sauce 40K-esque, à base de remplacer peut-être les lignes par des petits triangles, un peu directionnels, très rapprochés, mais en pointillés, vous voyez, plein de petits triangles qui se succèdent, tac, 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 et qui coupent la route en deux, indiquant la route à 2 voies, quoi, un petit peu, délimitant la route à 2 voies. Et puis, tous les 12 triangles, hop, un petit aquila. Ça peut être des losanges, machin, c'est pareil. Un petit aquila. Et ça renvoie un petit peu à ce côté-là, même si on vous pose la question, ou si on ne la vous pose pas, ou si vous voulez juste tartiner votre démarche au nez de votre adversaire, ou même simplement en fait vous dire que vous le faites un petit peu dans le même état d'esprit que le font ceux qui ont initialement créé le lore officiel, on va dire, ou qui l'implémentent petit à petit aujourd'hui encore chez Games Workshop. C'est un petit peu état d'esprit comme les chenilles du Land Raider, quoi. L'aquila, qui symbolise l'empereur sur les chenilles, et puis hop, 12 maillons de la chenille, là, avec à chaque fois le nombre de 12 symbolise les 12 hauts seigneurs de Terra. Vous, ça peut être pareil pour votre route. C'est le petit aquila, c'est l'empereur.
Losange, 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 losange. 12. Ça symbolise les 12 que Malcador, le sigillite, a ramené à l'empereur lorsqu'il l'a chargé d'une de ses dernières missions. Ça symbolise les 12 au Seigneur de Terra. Par exemple. Ça symbolise, je sais pas, où le fait de x18, c'est les primarques originelles. Ouais, c'est une route, c'est l'autoroute du chaos un petit peu votre truc. C'est 18 quand même, il y en a au moins une bonne moitié de douteux. Mais, bon, ça le fait. Panneau stop, pareil, hein, pas facile, il faut être subtil, quoi. Emprunter la couleur rouge, qui dit stop, tout en s'abstenant d'écrire stop dessus à proprement parler. Faire un autre symbole blanc dessus, pas évident, mais je pense que ça fait la différence entre un projet un petit peu... on va dire un projet vraiment travaillé, réussi, bien pensé en amont, un projet subtil, et un projet beaucoup moins subtil, un projet un peu plus vulgaire, un peu plus... voilà, qui reste plaisant, hein, vous savez, je suis pas plus difficile qu'un autre, hein, particulièrement. Mais ça n'empêche pas d'aspirer toujours à plus, à mieux, à une certaine excellence, à commencer par soi-même pour ses propres projets. Voilà. Donc, à cet égard, la recommandation de Warhammer s'accorde mal au présent. Pensez-y, pour vos sources d'inspiration historique, pour vos sources d'inspiration artistique, et pour même la petite signalétique que vous glissez sur votre table, par exemple, ou pour des dioramas. C'est bon de garder cette phrase à l'esprit, je pense. Sur ce, je pense qu'on en a terminé. Comme d'hab, plus un point Planet Wargame à ceux qui devineront les 2 figurines engagées dans un duel là sur la table au fond. C'est vraiment coton cette fois-ci, hein. Franchement, chapeau à celui qui devinera. Et ceux qui regardent la chaîne Twitch, chut, dites pas un mot, hein, parce que vous connaissez déjà la réponse. On l'avait donnée hier. Donc voilà, laissez les autres galérer. Ils avaient qu'à regarder Planet Wargame sur Twitch. Bon, pour ceux qui cherchent encore l'absolution twitchienne à ce sujet, il est encore temps. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, je crois que ça suffit comme ça. Bonne peinture, bon jeu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Et merde. Transition foireuse sur la fin. Parce qu'en fait, je suis toujours là pendant les petites...